Connaissez-vous les concepts? C'est comme on dit que c'est un concept uniquement donc une question théorique. Mais je dois avouer que je vois les choses un petit peu différemment. D'abord, nous avons une pluralité de conceptions politiques qui convergent vers ces concepts-là. Nous pouvons donc avoir une conception libérale de la démocratie libérale. Madame Susanne Chambers, par exemple, est un exemple parfait de cette attitude, de cette façon de faire les choses. Nous pouvons aussi avoir une conception républicaine, ou, si vous voulez, romain, de la démocratie délibérative. Donc, en gros, subitement, c'est comme toutes les conceptions politiques existantes s'approchent de ces concepts, est en train de les reprendre et les reformuler, et les utiliser à leur propre avantage. Donc, quelquefois, quand on est devant un concept, le concept peut devenir un piège intellectuel. Parce que si on discute uniquement les concepts, on discute quoi? Et encore, si vous savez un présupposé de l'idéologie libérale, ou si vous savez un présupposé de philosophie républicaine ou romaine, à ce moment-là, vous êtes en train de dire quelque chose de particulier concernant la démocratie délibérative. Donc, une question intellectuelle. De quoi parle-t-on vraiment? Et là-dessus, que nous sommes pour bien avoir un concept, mais on peut aussi commencer à dire que c'est une façon de penser la question politique, ou encore le politique, et commencer à parler, concevoir, à partir d'une pratique. Que les questions de politique délibérative, c'est d'abord et avant tout une pratique délibérative. Et donc, comment comprendre des acteurs, des citoyens, la pluralité des personnes qui s'engagent sur l'espace public en pratique. Donc, bien sûr, un débat intellectuel, mais aussi un débat intellectuel avec une portée pratique. Et ce qui m'intéresse à moi, c'est bien sûr d'abord la pratique et d'abord notre façon de formuler les concepts délibératifs ou de démocratie délibérative. C'est bien cela où j'arrive donc à Habermas pour une raison tout à fait simple. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans son approche. D'abord parce qu'il nie pas le libéralisme, il nie pas les traditions socialistes ou radicales, il nie pas les traditions républicaines ou romaines, mais il essaie de voir qu'est-ce que c'est le plus important de toutes ces théories. Et comment peut-on les reprendre pour donner une image positive à la politique, une image positive de la politique qui engage les gens, qui leur donne une possibilité d'agir, un espoir pour l'agir, et aussi une façon de se comprendre soi-même et les autres. Donc, une des choses les plus remarquables dans l'approche de Habermas, c'est simplement qu'il représente une sorte de carrefour. Un carrefour de pensée. Et bien sûr aussi, sur le plan théorique, quand il reprend le concept de l'agir communicationnel et le reprendre à l'égard de la démocratie délibérative, il fait quelque chose de particulier parce que le langage, c'est des champs. C'est les gens en pratique. Les gens qui peut-être pas n'ont pas de théorie en soi, qui n'ont peut-être pas une formation théorique du tout, qui n'a peut-être pas besoin d'une formation théorique du tout, mais qui est uniquement là et qui prend la parole de façon tout à fait inégalitaire.
Parce que prendre la parole est nécessairement inégalitaire dans une société. Et c'est bien ainsi. Parce que prendre la parole ne peut jamais être égalisé, parce que nous n'avons aucune mesure pour égaliser la parole. Ça sera même désastreux. Et les théoriciens, comment dire qu'ils veulent égaliser la parole ou encore l'espèce publique, agissent comme des fous. Ils pensent comme des fous. Ils pensent comme Proclus. C'est-à-dire, ces brigands que nous connaissons de l'histoire, qui voulaient égaliser les gens et qui avaient deux lits. Un lit pour des petits, pour les tirer, un lit pour les grandes, pour les couper, pour que tout le monde se trouvait égal. Sur le plan d'une prise de parole, tout ça a l'air absurde. La prise de parole n'est pas une question de factualité et ne peut jamais devenir non plus. Une prise de parole, c'est une question de légitimité. C'est une question de légitimité même des citoyens qui prennent la parole. Uniquement ça. Si vous commencez à mélanger d'autres choses dedans, vous êtes en train de souiller votre discours. Encore, vous êtes en train de faire une théorie qui peut uniquement être élitiste, ou à la limite antidémocratique. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire des théories là où vous devrez laisser la pratique libre. Donc, quand nous parlons de démocratie délibérative, ça c'est simple. Nous sommes situés sur le plan des personnes, des individus, qui sont tous uniques, différents, qui ont des narratives différents, des histoires différentes, des peaux différents, des opinions différentes. Nous sommes simplement tous différents. Il n'existe pas une personne qui est égale avec une autre personne sur la Terre. Et ça se répercute immédiatement sur le plan linguistique, sur le plan des prises de parole. Pourquoi? Parce que nous pouvons uniquement parler nous-mêmes. Et nous ne devons surtout pas laisser les autres parler pour nous. Donc on voit subitement que d'un côté, nous avons la question de l'autonomie publique et privée. C'est une question presque grammaticale, où c'est je qui parle. Et je parle avec toi, avec il, avec elle et avec quelqu'un d'autre encore. Et nous avons aussi ce qui est le contraire, hétéronomie, où quelqu'un parle pour moi. Mais à la limite, je peux dire que personne ne peut parler pour moi. Je n'ai pas donné de légitimité à quelqu'un d'autre pour parler pour moi du tout. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en abstraction. Je n'ai même pas envie d'être en abstraction. J'ai uniquement envie de dire que, mais voilà, je suis ici et vous n'avez simplement pas la légitimité pour parler pour moi. Mais là, on a un petit peu de problème avec les institutions démocratiques. Pourquoi? Parce que nous avons tendance de penser les institutions démocratiques comme la démocratie était quelque chose qui donnait automatiquement de la légitimité. Comme la démocratie est une sorte d'essence ou deuxième nature, une deuxième nature culturelle bien sûr, ou encore une deuxième nature politique rattachée aux institutions. Et que donc quelqu'un pouvait donc disposer la démocratie au bénéfice de quelqu'un d'autre. Sauf que nous pouvons accepter ça modestement parce que nous avons besoin de ces institutions. Nous avons simplement besoin de dire nous dans certaines circonstances, mais pas tous. La question est simplement que cette légitimité doit se manifester comme une légitimité qui est légitime. Et à ce moment, justement, nous retournons toujours vers l'individu. Uniquement l'individu peut donner de légitimité à lui.
Donc rien d'autre que l'individu. Mais ça c'est encore problématique. Je le concède, mais je crois qu'on doit se débarrasser des concepts comme minorité et de majorité. Aujourd'hui, dans une société moderne, il n'existe plus de minorité, il n'existe pas de majorité non plus. Je suis incapable d'identifier la majorité. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des minorités l'une pour l'autre. Et à la limite, je ne sais pas qui est la majorité ici au Québec. Je n'arrive pas à le voir. On peut uniquement dire que peut-être c'est les Montréalais qui sont la majorité. Et que si la minorité veut se révolter, il doit se révolter contre Montréal. Ce sera peut-être, comment dire, la meilleure façon d'expliquer comment des concepts qui peut-être à un moment donné avaient des sens, n'a plus de sens aujourd'hui. Donc, on doit se débarrasser de ces concepts. Aussi, surtout parce que ça a une sorte de connotation de politiquement correct. C'est comme il existe une valeur d'être victime de quelqu'un d'autre. Une sorte de recherche à faveur d'un statut de victime. Mais qui est victime de quelqu'un d'autre? C'est comme je dois automatiquement désigner quelqu'un comme oppresseur. Donc, subitement, ça doit être majorité, mais ça signifie que dans une société qu'à ce moment, les personnes ordinaires doivent être considérées comme des oppresseurs. Mais les personnes ordinaires sont-elles des oppresseurs? Ça me semble contre-productif, un concept inutile, et en plus, ça donne absolument rien sur le plan des sens. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une personne socio-économique, que vous travaillez dans un garage d'automobile, que vous êtes automatiquement oppresseur des agriculteurs sur la côte nord. Je ne vois pas l'intérêt. Donc, des concepts comme victime rattachés à la minorité n'ont simplement plus de sens aujourd'hui. C'est comme beaucoup de personnes veulent psychologiser et moraliser les politiques. C'est comme nous avons tendance de plus en plus refuser que la politique n'est rien d'autre que la politique. C'est-à-dire des arguments et des opinions qui peuvent porter des messages ou encore qui peuvent créer des majorités ou encore qui peut être rejeté comme non-sens. C'est comment ne voir plus la démocratie comme quelque chose qui est politique. C'est comment d'arriver subitement, à partir des années 70, dans une situation tout à fait particulière, où on remplace la question politique avec des questions psychologiques et morales. C'est comme on dit aux citoyens, avez-vous la bonne morale? Avez-vous la bonne psychologie? Vous êtes accueillante? Avez-vous aidé un migrant de passer la rue aujourd'hui? Avez-vous dit un bon mot au chien de voisin aujourd'hui? Subitement, que tout devient une sorte de psychologie et de bonne volonté. C'est comme on dit justement, il faut que vous êtes moralement correct. Tandis que ce n'est pas politique, ça. Ce n'est même pas démocratie. C'est uniquement une sorte de marécage de bonne volonté ou encore une sorte de religion chrétienne qui est devenue fou.
n'est-ce pas, où le bon sentiment doit prévaloir, où je dois aimer mon prochain plus que quelqu'un d'autre, où je dois toujours être disponible tout le temps. Sur le plan moral, c'est une bonne morale. Mais si ça remplace la politique, les débats politiques, la chute politique, des arguments et encore des engagements, ça vaut rien. Donc, simplement, il faut restaurer l'essence politique. Il faut voir simplement que la démocratie, c'est d'être en désaccord, d'avoir des opinions divergentes, d'avoir des opinions qui ne veulent pas plaire à tout le monde. Il y a quelque chose de malsain avec les discours des politiciens qui ne prennent jamais de position, qui acceptent toutes les horreurs de ce monde en utilisant des mots consensuels ou encore en cherchant désespérément de parler d'autre chose, élucider la question pour ne pas avoir un politique. Sauf qu'on ne peut pas imaginer une démocratie sans des politiques. Une démocratie, c'est le politique par essence. C'est simplement une lutte d'idées, lutte d'opinion, lutte d'arguments, où il faut simplement plus d'opinion, plus de divergence, plus d'engagement. Pas pour créer une guerre civile, bien sûr que non, mais pour chercher des consensus. Des consensus qui n'est pas ici, maintenant factuellement, mais qui est donc une sorte d'horizon où on s'engage, peut-être même pas en le voulant, parce qu'on peut avoir des opinions tranchées. Mais si vous êtes capable de formuler les opinions tranchées, ça peut être débattu. Vous pouvez avoir des contre-arguments. D'autres personnes peuvent dire non. D'autres arguments peuvent arriver avec d'autres propositions. Mais à ce moment-là, on avance. Le pire, c'est qu'on n'accepte pas de divergence. Qu'on n'accepte pas qu'il y ait des opinions divergentes, différentes ou encore qui simplement opposent. On doit même accepter que les gens ont des ras-le-bol et commencent à décrier des choses pas politiquement correctes. Pourquoi? Parce que ça montre uniquement leur état d'âme. Et leur état d'âme n'est pas nécessairement joli. Il peut être simplement désagréable. Mais c'est toujours préférable de voir les arguments ou encore d'avoir des paroles qu'on écoute. Le plus dangereux sur la terre, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est caché, ce qui est simplement enterré dans une personne qui n'ose plus parler. C'est la même chose sur le plan des pouvoirs. Le plus grand danger n'est pas le pouvoir que l'on peut voir. Le plus grand danger, c'est le pouvoir qui se cache, qu'on ne peut pas observer, qui n'est pas débattable, qui simplement qui agissent dans l'ombre. Je répète, c'est le même sur le plan de langage. Il faut que les gens parlent. Ça, c'est la démocratie. Ça, c'est démocratiser l'espace public. C'est ça aussi qui nous permet, d'avoir une pluralité d'opinions et bien sûr, je l'espère, avancer. Commençons à réfléchir un petit peu sur le plan de tolérance. Il faut se rappeler, que le mot tolérance vient du latin tolerare. Ça signifie supporter, ou encore d'avoir peine à cause des opinions ou encore des pratiques de quelqu'un d'autre. Tolérance signifie donc souffrir à cause de quelqu'un d'autre. Et
d'accepter de souffrir. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est de plus en plus de personnes qui n'acceptent pas de souffrir pour quelqu'un d'autre. C'est comme l'homme et la femme moderne disent « je ne veux pas souffrir, ni pour moi-même, ni pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre peut être dit salaud, il doit être caractérisé comme salaud. » À ce moment-là, justement, on rentre dans une logique d'intolérance. Parce que c'est simplement une question de perspective. Si nous sommes dans une démocratie, doit-on dire qu'il existe une bonne solution? Doit-on dire que c'est obligatoire de penser que l'avortement doit être libre? Doit-on accepter que quelqu'un pense que l'avortement est mal? Il y a beaucoup de personnes qui seraient simplement scandalisées quand ils observent que des personnes peuvent avoir des opinions différentes de la majorité. Alors subitement, nous n'acceptons pas que des juges sont contre l'avortement. Nous n'acceptons pas que des politiciens sont contre l'avortement. Nous n'acceptons pas que des personnes nommées dans des comités politiques sont contre l'avortement. Nous exigeons presque automatiquement que ces personnes doivent avoir la bonne morale et que la bonne morale, c'est mon morale à moi. Donc, on ne s'accepte simplement pas. On dit mieux être intolérant. De ne pas accepter qu'il existe des questions morales où il n'existe pas de bonne opinion de tout. Que c'est tout à fait normal que des personnes peuvent avoir des opinions qui peuvent être différentes de vous, ou encore qui peuvent changer. Encore une fois, sur le plan de l'avortement, on peut bien observer que, par exemple, beaucoup de femmes changent d'opinion. On est pour l'avortement quand on est jeune. Plus tard dans la vie, on change peut-être d'opinion pour devenir contre l'avortement. L'avortement ici, c'est uniquement un exemple. Ça peut être commencé sur le plan écologique, sur le plan des pipelines, sur le plan, comment dire, de ces belugas, sur le plan, comment dire, des voitures ou encore de ces questions écologiques. C'est comme de plus en plus de gens n'acceptent pas que des personnes aient une autre opinion que vous-même. Donc, on voit de plus en plus d'intolérance dans la société. C'est un petit peu paradoxe. C'est comme nous n'acceptons pas que nous n'avons pas la bonne solution, ou encore qu'il n'existe pas de bonne solution sur le plan de questions de morale. Ça n'existe pas. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter ça. C'est comme nous avons une tendance de dire justement, lui c'est un salaud. Lui, il est mauvais. Lui, il représente, etc. Et subitement, nous donne de plus en plus de caractérisations des personnes. C'est comme nous n'acceptons pas vraiment que les gens sont en désaccord avec nous sur le plan de morale, sur le plan d'éthique, sur le plan d'écologie, sur le plan de, n'est-ce pas, de pitbull, ou encore de belugas, et tout ce que vous voulez. Ou encore comment nous avons envie d'interdire, ou encore que nous sommes des nouveaux maternalistes, paternalistes. Nous voulons, comment dire, pas régner sur les choses. Nous voulons régner sur les comportements des gens. Nous voulons que tout le monde se comporte bien. Mais encore une fois, ce n'est pas de politique, ça. C'est des moralismes, et des moralismes réactionnaires.
Donc, de plus en plus, des personnes qui se disent radicales ne sont pas radicales pour 5 sous. Ce sont des réactionnaires qui ne se comprennent pas. Ou encore qui sont subitement devenus déçus et qui commencent à développer des constructions moralistes pour remplacer la politique. Mais surtout, pour se donner un statut à soi-même. Où je dis, moi je suis quelqu'un de bien. Et vous autres, vous n'êtes rien d'autre que des salauds. Non, je ne crois pas du tout. Le problème avec la démocratie, c'est que vous ne pouvez jamais garantir le résultat, the outcome. C'est ça qui a été la tragédie toujours avec la démocratie. C'est pour produire des résultats qui est mauvais. Et on ne peut pas le savoir en avance. On peut toujours avoir des sentiments que ça va de pire en pire, mais je ne le crois pas non plus. La démocratie, c'est un processus compliqué. Il faut simplement croire, d'avoir une sorte de sentiment qui est le plus important dans une démocratie. Ce n'est pas le résultat, mais le processus. Et le processus peut simplement se prolonger à l'infini. Et c'est ça qui est superbe avec la démocratie. Ça ne se mesure pas en élection de 4 ans ou en mandat de 5 ans ou encore 2 mandats de 8 ans ou encore une période de 20 ans, etc. Pour moi, la démocratie, c'est un processus long, peut se mesurer peut-être sur le plan des millénaires. Ça signifie peut-être que nous ne sommes pas là pour voir le résultat final. Nous ne pouvons pas donc estimer les résultats finaux parce que nous ne serons pas là. Donc, il ne faut pas avoir une courte vue en disant que cet candidat-là, il est pourri. Lui, comment dire, ne veut pas faire de bonnes choses. Quelquefois, on voit, comment dire, que les institutions sont aussi là. Ils donnent des possibilités, mais c'est aussi des contraintes. Donc, des processus d'équilibre. Des choses veulent se balancer. Des contre-pouvoirs veulent s'installer. Et la limite, une des choses les plus particulières avec la société, c'est que nous avons des institutions politiques, mais la démocratie n'est pas uniquement de la démocratie institutionnelle. Les gouvernements ne gouvernent pas la société. Pas du tout. À la limite, quelquefois, on peut voir qu'on a des présidents, des premiers ministres qui prétendent gouverner des choses, mais ils ou elles se trompent. La société est tout à fait différente. La société est travaillée par des forces économiques, sociales, culturelles, intellectuelles, religieuses, anthropologiques, une multitude de facteurs qui forment la société. À la limite, le gouvernement a vraiment besoin, ou doit-on plutôt les relativiser en disant que c'est uniquement un mécanisme parmi d'autres mécanismes? Mais bien sûr que oui, nous avons besoin de ces institutions. Moi, je suis le premier à l'admettre. Mais il ne faut pas croire que la société est en train d'être gouvernée. La société ne se gouverne pas. Et c'est ça qui est bien avec la société. Ce qui est bien avec la société, c'est que c'est l'anarchie. Et c'est cette anarchie qui permet aux choses de bouger. Il faut que l'anarchie se manifeste aussi par des forces démocratiques. Et que les forces démocratiques se manifestent par des institutions
démocratiques, que les institutions démocratiques se manifestent par une législation démocratique. L'une va avec l'autre, mais l'une ne se réduit jamais à l'autre. Il faut simplement respecter la société. Parce que respecter la société signifie respecter les gens, les individus dans leur individualité, dans leurs défauts, dans leurs manquements, dans leurs imperfections. Pourquoi? Malheureusement, nous sommes uniquement des individus incomplets. Rien que ça.